Bienvenue dans notre exploration du jour. On a entre les mains un projet qui est une véritable masterclass pour quiconque s'intéresse à la data. Le projet Cinedata. Oui, l'idée de base est assez simple, mais en pratique, c'est un vrai défi. On part de quelques fichiers de données brutes sur le cinéma et on construit tout un écosystème interactif. Alors le point de départ, c'est un scénario assez classique, non? Tout à fait. C'est une entreprise fictive, Cinedata Insights, qui a un trésor entre les mains. Le fameux dataset MovieLens. Une mine d'or, oui. Des infos sur des milliers de films, des millions de notes d'utilisateurs, des genres. Exactement. Sauf que ce trésor, il est complètement éparpillé dans des fichiers CSV. C'est le chaos, quoi. C'est impossible à interroger efficacement et encore moins à valoriser pour en faire un produit. C'est le défi du diamant brut, en somme. La question qui va nous guider, c'est donc comment on transforme cette pile de CSV en un écosystème data qui soit à la fois robuste pour une API, mais aussi simple à utiliser pour des analystes. C'est tout l'enjeu. Et c'est ce parcours qu'on va décortiquer. Alors, commençons par le début, les fondations. On ne peut rien construire de solide sur un terrain marécageux. Il faut d'abord mettre de l'ordre, donc on enfile la casquette d'architecte de données. Absolument. La toute première action, ça a été de modéliser ces données. On a pris les différents fichiers CSV. Film, note, tag. Voilà. Et on a conçu une base de données relationnelle. L'idée, c'est de créer des tables propres pour chaque chose. Une table movies, une table ratings, etc. Et surtout, on définit les relations entre elles avec des clés étrangères. C'est ça qui va nous permettre de faire des requêtes complexes plus tard. Et pour la techno, les sources parlent de SQLite. Ça peut paraître un peu surprenant pour un projet qui se veut une vitrine pro. Pourquoi pas du PostgreSQL, par exemple? C'est une excellente question. Et c'est un vrai choix d'architecture. En fait, pour ce projet, la priorité, c'était la simplicité de déploiement. D'accord. SQLite, ça stocke toute la base dans un seul fichier. C'est hyper léger et ça évite d'avoir à gérer un serveur de base de données à part. Ah oui, je vois. Pour le mettre dans un container Docker plus tard, c'est beaucoup plus simple. Exactement. La base de données est juste embarquée avec le code. Pour un projet de ce type, c'est un choix très pragmatique. Bien sûr, pour une production à grande échelle, on migrait vers PostgreSQL, mais l'appli est conçue pour que ce changement soit facile. C'est un arbitrage intelligent. Donc, les données sont propres, structurées. Mais comment on y accède de manière sécurisée? On ne va pas donner les clés de la base à tout le monde. Non, bien sûr. Et c'est là qu'intervient l'API, l'interface de programmation. Il faut voir ça un peu comme le serveur dans un restaurant. J'aime bien l'analogie. Le client, il ne rentre pas en cuisine pour se servir. Il a un menu, le menu de l'API, il passe sa commande au serveur et l'API va chercher les plats en cuisine, c'est-à-dire dans notre base de données. Et pour construire ce serveur, ce menu, le projet a utilisé FastAPI. Oui, un framework Python très moderne, très performant. C'est lui le moteur de l'API. Les sources mentionnent aussi Pydantic et SQL Alchemy. On dirait que chaque pièce du puzzle a été bien choisie. Tout à fait. Si FastPI est le moteur, Pydantic, c'est un peu le système de sécurité. Il valide que toutes les données qui entrent et sortent de l'API ont le bon format. C'est notre garde du corps. Et SQL Alchemy alors? SQL Alchemy, c'est un traducteur, un ORM. Au lieu de parler en SQL à notre base de données, on continue de parler en Python et lui, il fait la traduction. C'est plus propre et ça nous rend indépendants de la base de données. C'est grâce à ça qu'on pourrait passer de SQLite à PostgreSQL si facilement. D'accord. Le restaurant est construit, le menu est prêt. Comment on l'ouvre au public? Parce qu'un projet qui tourne juste en local, ça ne montre pas la maîtrise du déploiement. C'est l'étape suivante, et elle est cruciale. La containerisation avec Docker. On met notre application et toutes ses dépendances dans une boîte standardisée, un conteneur. Comme un conteneur de transport maritime en fait. C'est exactement ça. Peu importe le port, le conteneur s'adapte. Une fois l'application dockerisée, on peut la déployer en une commande sur un service cloud comme Render. Et là, notre API devient une URL publique accessible partout. Donc on a une base propre, une API performante et en ligne. On pourrait s'arrêter là, mais le projet va plus loin en créant un SDK. Pourquoi cette couche en plus? Parce que c'est ce qui transforme un bon projet technique en un excellent produit pour développeurs. Le SDK, c'est une sorte de télécommande simplifiée pour notre API. D'accord. Au lieu qu'un autre développeur doive gérer les requêtes HTTP, les erreurs, il fait juste pip install film SDK se barre et il peut appeler des fonctions Python toutes simples comme getFilmById. C'est un vrai plus pour l'adoption. Et le fait de publier ce package sur PyPy, le registre officiel, ce n'est pas anodin non plus. Pas du tout. C'est une compétence de software engineering à part entière.
Et ça demande beaucoup de rigueur. Mais le résultat en vaut la peine. On a un outil professionnel que tout le monde peut utiliser. Ok, donc si je résume cette première phase, on a construit une magnifique autoroute de l'information. Elle est bien conçue, sécurisée, mais pour l'instant, elle est vide. Comment on commence à l'utiliser? C'est la transition parfaite pour la deuxième phase. On change de casquette. On enlève celle de l'ingénieur et on met celle du data analyst qui va exploiter cette infrastructure. Et l'élégance du truc, c'est qu'on va utiliser les outils qu'on vient de créer. Voilà, dans un Jupyter Notebook, on va utiliser notre propre SDK pour appeler notre propre API et récupérer les données. C'est une boucle vertueuse, ça prouve que tout fonctionne et que c'est agréable à utiliser. Et c'est là que les chiffres commencent à parler. Les sources parlent d'analyse exploratoire, mais ça peut être un peu vague. Concrètement, qu'est-ce que vous avez découvert? On a eu quelques surprises, oui. Par exemple, en regardant la distribution des notes, on s'attendait à ce que les blockbusters soient en tête. Mais en fait, pas du tout. Ah non? Non, les films les mieux notés en moyenne n'étaient pas forcément les plus vus. C'était souvent des drames indépendants ou des documentaires, avec une audience plus petite, mais très, très engagée. Intéressant. Ça montre que la popularité et la qualité perçue sont deux choses bien différentes. Exactement. On a aussi vu des communautés de goût se dessiner, avec des utilisateurs qui notaient souvent les mêmes genres de films. Ça, c'est un insight concret. Mais bon, un notebook Jupyter, c'est super pour un analyste, mais pour un manager, c'est souvent du chinois. Comment on rend ça accessible? En construisant un produit final. C'est là qu'intervient l'application interactive faite avec Streamlit. C'est une bibliothèque qui transforme un script d'analyse en une vraie application web très rapidement. C'est la vitrine du projet en quelque sorte. C'est ça. Elle se connecte directement à notre API pour avoir les données en temps réel. Et si j'ouvre cette application, je vois quoi? Je peux faire quoi? Alors, sur la page d'accueil, tu as le top 10 des films les mieux notés avec leurs affiches. Sur le côté, il y a des filtres. Tu peux sélectionner science-fiction, par exemple, et choisir de ne voir que les films des années 80. Et ça se met à jour instantanément. Instantanément, l'application interroge l'API et t'affiche une galerie avec les affiches de Blade Runner, Aliens, E.T. Tu peux cliquer pour avoir plus de détails. C'est cette interactivité qui rend les données vivantes. Attends une seconde. Et les affiches des films, elles n'étaient pas dans le dataset Movie Lens de base, si? Bien vu, non. C'est une étape d'enrichissement des données. Le projet a utilisé une autre API OMDB pour aller chercher pour chaque film l'URL de l'affiche et le lien IMDB. D'accord, donc on va même chercher la donnée ailleurs pour augmenter la valeur. C'est une démarche très proactive, oui. Et ces nouvelles infos ont été sauvegardées dans un fichier parquet, un format optimisé pour l'analyse. Si on prend un peu de recul pour regarder la chaîne complète, c'est assez impressionnant. Tu peux nous la redécrire du début à la fin? Bien sûr. On part des fichiers CSV bruts, on les structure dans une base de données SQL. Cette base est exposée via une API FastAPI sécurisée. Consommable grâce au SDK Python publié sur PyPy. Exactement. Et tout cet écosystème back-end alimente deux choses. 1. Des notebooks Jupyter pour l'analyse en profondeur. Et 2. L'application Streamlit pour que n'importe qui puisse explorer les données. On couvre vraiment toute la chaîne de valeur de données, du début à la fin. Vu comme ça, c'est bien plus qu'un projet technique. C'est un vrai portfolio de compétences. Si on devait le pitcher, on mettrait quoi en avant? C'est exactement ça, un projet de portfolio. On a d'abord le pôle Data Engineering, conception de bases de données, SQL, API RESTful avec FastAPI, Docker, le déploiement cloud. Ensuite, le pôle Software Engineering. Oui, avec la création du package Python publié sur PyPy, ce qui est une compétence très recherchée. Et enfin, le pôle Data Analysis and Product. L'analyse, la visualisation, mais surtout la capacité à créer un vrai produit data, une application qui apporte de la valeur. En conclusion, ce projet, c'est un exemple parfait de la polyvalence qui est demandée aujourd'hui. Il ne suffit plus de savoir analyser des données ou de savoir construire une infrastructure. Il faut maîtriser toute la chaîne. Tout à fait. Et ça soulève une question passionnante pour la suite. Maintenant que cet écosystème performant et accessible existe, quelle serait la prochaine étape logique ? On pourrait imaginer des choses plus ambitieuses. Clairement, les fondations sont tellement solides. On pourrait par exemple y brancher un système de recommandation basé sur le machine learning. Le système utiliserait notre API pour récupérer l'historique d'un utilisateur et lui prédire en temps réel les prochains films qu'il pourrait adorer. La plomberie est en place, il ne reste plus qu'à y brancher l'intelligence artificielle. C'est exactement ça. Les possibilités sont immenses.